Bonjour à tous et merci beaucoup de l'invitation pour présenter ces travaux. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer pour ce dossier ni pour toute autre question. Je tiens à préciser que je suis médecin, que je travaille à la Haute Autorité de Santé dans le cadre d'un détachement de mes fonctions à l'hôpital. Donc je me sens comme vous, médecin, mais pas médecin généraliste. Je suis comme vous aussi, je suis une citoyenne et comme vous, je pense, en tout cas la majorité des citoyens français, je consomme de l'alcool. Et donc je vais être la voix des experts qui ont contribué à ces travaux, à la production de ces travaux. Et le titre déjà nous a beaucoup fait travailler. Normalement, il regroupe l'ensemble de nos idées, agir pour diminuer le risque alcool en premier recours, dont vous êtes très concernés. Repérer tous les usages, on aurait pu aller encore plus loin, on aurait pu dire repérer toutes les expositions à l'alcool et accompagner chaque personne, c'est-à-dire tout le monde peut diminuer son risque alcool. En premier lieu, un rappel des faits. L'alcool est la substance psychoactive qui crée le plus de dommages à l'échelle individuelle et collective. Et ce schéma est vraiment très parlant. Il est anglais, mais on a exactement le même en France. Celui-là est un peu plus coloré et avec un peu plus de granularité sur les dommages qui touchent tous les domaines de la vie individuelle et collective. C'est vraiment alcool pole position, avant cocaïne, héroïne, crack, tabac, etc. En réalité, et c'est ça qui est contre-intuitif, la majorité des dommages concernent des personnes qui n'ont pas d'addiction, qui n'ont pas, maintenant on parle de troubles de l'usage selon la nouvelle dénomination du DSM-5, mais c'est majeur. Ces dommages concernent des personnes dont les risques spécifiques n'ont pas été identifiés, et en conséquence de quoi ils ne peuvent pas agir sur ces risques pour les diminuer, ou des personnes dont les usages d'alcool sont banalisés, même s'ils sont excessifs, de façon chronique, en consommant tous les jours ou plusieurs fois par jour, et ou, puisqu'on peut cumuler les deux, de façon ponctuelle, notamment via les binge drinking. Je vous ai déjà dit, toutes les dimensions de la vie d'une personne peuvent être atteintes, et quels que soient les âges de la vie. La dimension somatique, psychique, relationnelle, affective, familiale, économique, juridique, voilà, etc. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. J'ai oublié de vous préciser, je n'ai aucune compétence à la base en alcoolologie, mais j'ai énormément appris et énormément de concepts ont évolué, et particulièrement récemment. Plusieurs éléments que je ne peux pas complètement détailler, il faudrait beaucoup d'heures pour en discuter. On n'est plus à l'ère de la moralisation, on n'est plus non plus à l'ère de la pathologisation. Même dans des situations d'addiction grave, on favorise, on reconnaît l'autonomie des personnes dans leur choix et on favorise l'empowerment, le pouvoir d'agir des individus en les accompagnant dans leur choix. La question alcool n'est pas une question individuelle. Quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool, ce n'est pas lui tout seul qui est responsable. Il est dans une société addictogène qui favorise les usages et qui favorise l'addiction. Donc c'est une question collective que nous devons prendre en charge collectivement. La dimension de seuil, on n'en parle plus, c'est remplacé par repère. Les risques existent, quels que soient les usages, notamment quels que soient les niveaux quantitatifs d'usage, et même à l'extrême, il n'y a jamais de risque zéro. Le risque minimal, c'est zéro consommation, mais ça reste un risque puisqu'il y a l'exposition liée aux usages de personnes qui en consomment. En conséquence de quoi, et ça c'est très nouveau, ça se distingue un peu d'ailleurs des données de l'OMS, le repérage doit être universel, y compris les personnes qui ne consomment pas, et global, c'est-à-dire envisager tous les paramètres de la vie d'une personne. Le principe de continuum, il est important aussi. Quand on a un trouble de l'usage, on n'est pas condamné à rester toute sa vie dans un trouble de l'usage. On peut un jour devenir un abstinent. Et donc, on navigue entre non-usage et trouble de l'usage, en passant par les usages dits à risque, qu'ils soient chroniques et ou ponctuels. Mais ce n'est pas figé. Et donc, les risques eux-mêmes sont dans cette dimension de continuum et également les modalités pour diminuer ces risques. Et enfin, un point très important aussi, c'est définir le risque. Parler des risques liés à l'alcool, c'est très santé publique, c'est très très important, mais c'est un peu abstrait. Parler des risques liés aux usages permet d'être beaucoup plus pragmatique et de proposer des actions qui vont tout de suite parler aux individus dans leur situation particulière. On ne peut pas comparer une femme enceinte, une personne très âgée qui a déjà un trouble neurocognitif, une personne qui reçoit un traitement indispensable, hépatotoxique,
avec lequel l'alcool sera incompatible, c'est jamais les mêmes situations. Donc les risques liés aux usages dans des contextes particuliers qu'il faut définir et auxquels il faut aussi associer la définition des vulnérabilités spécifiques de chacun. Ce sujet, c'est aussi se confronter à beaucoup de difficultés. Les représentations sociétales en premier lieu, celles que l'alcool est valorisé, voire ultra-valorisé, et que les usages, voire les surconsommations sont valorisés. Donc c'est très difficile, hein. On est un peu dans une situation de dissonance cognitive. À ces représentations positives s'opposent des représentations négatives, en particulier celle de discriminer les gens qui ont une problématique alcool en considérant qu'ils sont responsables et en les stigmatisant. C'est particulièrement le cas des femmes qui consomment, qui subissent beaucoup plus les représentations négatives liées à l'alcool et qui en conséquence vont plus masquer leurs usages, et les professionnels qu'ils ont en face d'eux auront aussi eux-mêmes beaucoup plus de mal à évoquer le sujet avec elles. Donc il y a un problème de tabou et il y a un problème de déni. On est absolument tous concernés. Je le suis, je l'ai été, je le suis un peu moins grâce à ces travaux, mais c'est une réalité. Dans les difficultés, il y a la méconnaissance des risques. On ne les connaît pas tous. J'ignorais, et pourtant je travaille habituellement en cancérologie, en tout cas je n'avais pas bien intégré cette notion que l'alcool c'est un facteur de risque pour le cancer du sein. On estime que un pourcentage significatif, pratiquement un tiers des cancers du sein pourrait être en lien avec l'alcool. Et puis, il y a un problème dans notre système de santé, il y a un défaut de prévention, on le sait, on n'est pas dans un pays où la prévention est la plus développée. Il y a une insuffisance de diagnostic des conduites d'alcoolisation, y compris dans des situations caractéristiques d'un lien direct avec l'alcool, comme des traumatismes orthopédiques ou neurochirurgicaux. Bon, ça passe à l'as. Et puis, il y a un défaut de prise en charge. On estime entre 20 et 30 ans le retard de prise en charge de gens qui auraient besoin de soins addictologiques. Et puis, donc en conséquence, moins de 10% des gens y accèdent. Alors la méthode de travail, comme vous l'expliquait Madame Lanzio ce matin, c'est vraiment la méthode HAS avec la littérature scientifique et puis tout le travail avec les experts. Et ça, c'est absolument fondamental. Le GT, c'était 20 experts avec une belle représentativité géographique, professionnelle et de structure aussi d'expertise. Et vous êtes très représentés puisque 5 experts sur 20, 25% sont des médecins généralistes. Dans le groupe de lecture aussi, un tiers de médecins généralistes. Et notre objectif a été vraiment d'intégrer la diversité des approches, à la fois théoriques, la neuroscience, le comportemental, le psychosocial, et les pratiques. Depuis ce qu'on fait directement en addictologie et qui peut s'appliquer aussi parfois à la population générale, et à l'autre extrême, mais ils ne sont pas du tout opposables, ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. Alors les cibles, la population déjà, normalement, j'espère vous avoir un peu orienté, c'est toute la population puisque l'alcool est omniprésent, l'exposition est universelle et le risque zéro n'existe pas, tout le monde est à risque. Le continuum, on en a parlé, et le fait est que chacun peut diminuer son risque, quelle que soit sa situation personnelle, quelle que soit son histoire, quels que soient ses usages. C'est-à-dire, même quelqu'un qui ne consomme pas peut être vecteur d'information pour son entourage. Quelqu'un qui a un trouble de l'usage peut diminuer son risque alcool, même s'il refuse à un moment donné ou s'il n'a pas accès, s'il y a des difficultés d'accès, à une prise en charge addictologique. En termes de cibles professionnelles, étant entendu que les productions de ces travaux sont à l'attention des professionnels, ce sont finalement tous les professionnels qui contribuent à la santé, mais plus particulièrement ceux qui sont impliqués dans les missions de premier recours. Et pourquoi ? Parce que ce sont des acteurs privilégiés pour toucher l'ensemble de la population, parce que ce sont des acteurs privilégiés pour faire de l'alcool un sujet de santé comme les autres, comme l'alimentation, comme l'activité physique, comme le sommeil, comme la vie sexuelle, comme le logement. Ce sont des acteurs privilégiés pour adapter l'accompagnement au plus près de la vie des personnes, au plus près de la réalité de leurs usages, au plus près de leur environnement, de leur contexte, et pour s'articuler aux autres partenaires. Et donc avec le groupe de travail, on a défini une liste, pour vraiment, parce qu'il faut quand même que ça parle, mais elle n'est pas exhaustive et elle n'exclut aucun autre acteur qui contribue à la santé. Mais en tout cas, dans cette liste, dentistes, diététiciens, médecins généralistes, pédiatres, pharmaciens, professionnels de la médecine du travail, de la santé de la femme, et donc PMI, sage-femme, gynécologue,
de la santé mentale, psychiatres, psychologues, des milieux scolaires et universitaires. Et là, on trouve des acteurs qui ne sont pas des acteurs sanitaires, notamment des éducateurs, des professionnels des services d'urgence et bien évidemment des acteurs fondamentaux qui sont les travailleurs sociaux et médico-sociaux qui sont parfois le premier relais par rapport à la question alcool pour un certain nombre de personnes. Les objectifs, là aussi, normalement, je les ai déjà dit, faire de l'alcool un sujet de santé comme les autres et pas seulement en cas de complications a fortiori apparentes et pas non plus seulement en cas d'usage problématique. Tout usage, toute situation. Autre objectif, favoriser l'accompagnement de tous les usagers en les informant de la réalité des risques et de toutes les modalités possibles pour diminuer ces risques liés à l'alcool. Et puis œuvrer au pouvoir d'agir, l'empowerment, puisque c'est vraiment, on est dans cette ère-là, accompagner l'autonomie décisionnelle, le savoir expérientiel, les choix des personnes quant à leurs usages et à ce qu'ils veulent faire pour diminuer les risques. Alors nos productions, c'est le cœur de la production, c'est un guide point clé dont vous avez le sommaire. Je vous ai déjà tout dit. Le plus important, c'est de bien retenir la co-construction avec la personne. Ça implique d'abord et avant tout de créer un climat de confiance et d'ouvrir le dialogue et de le poursuivre. Ce n'est pas une consultation, paf, vous l'avez fait, non, c'est toute la vie. Renouveler ce sujet, en faire un sujet de santé, comme les autres, d'hygiène de vie, de qualité de vie. Voilà. Dans ce guide point clé, il y a comment définir son niveau d'action, parce que tout le monde n'aura pas le souhait, en tant que professionnel de premier recours, de s'impliquer à fond dans la question. Donc, il y a des professionnels, des médecins généralistes qui sont très compétents et très appétents en addictologie, en tout cas en alcoolologie, et qui donc vont aller beaucoup plus loin, mais d'autres non. Mais il y a quand même un minimum, faire de l'alcool un sujet de santé. Et puis, dans ce guide point clé, on vous met en avant le réseau de partenaires, c'est-à-dire que vous ayez parfaitement conscience du fait que l'acteur de premier recours n'est pas seul, jamais. Au contraire, il faut envisager les choses sous l'angle de l'équipe pour favoriser les interactions avec d'autres acteurs, ce qui va permettre de répondre à la diversité des besoins et ne laisser personne sans réponse pour diminuer son risque alcool. Dans ce guide, il y a 10 fiches outils et puis un outil d'aide et puis il y a aussi une synthèse des points critiques. Pour ce qui concerne les 10 fiches outils, voilà, 3 fiches avec les outils. Parce qu'il y a des professionnels qui ont besoin d'outils, d'autres n'en veulent pas. C'est à chacun de choisir. En tout cas, vers standard, repérage interventionnel, c'est-à-dire ça ne sert à rien de repérer pour ne rien faire derrière. C'est toujours évaluer et intervenir. Et c'est ce que vous connaissez, le repérage précoce avec intervention brève. C'est vraiment le modèle type. Et puis, le groupe de travail a choisi comme outil d'évaluation le FAS, que vous connaissez aussi, et l'audit-C. Et puis, la nouvelle classification DSM-5 pour détecter le trouble de l'usage, qui peut être utilisé également dans le suivi. Le schéma du réseau de partenaires, on va y revenir. 3 fiches complètes dédiées spécifiquement à la réduction des risques et des dommages. Et ça, c'est fondamental, en situation de vie courante, en situation festive, et notamment dans des situations où il y a des binge drinking, et dans des situations d'urgence. L'idée de la réduction des risques et des dommages, vous le savez, c'est d'accompagner les usages quand les personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas modifier ces usages. On n'a pas vocation à demander à 47 millions de personnes d'arrêter de boire. Ce n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est d'accompagner chacun à faire des choix pour pouvoir diminuer son risque selon sa volonté. Et donc, ce sont des fiches extrêmement pratiques, utilisables, quelle que soit l'histoire de la personne, quelle que soit sa situation par rapport à l'alcool, y compris des troubles de l'usage extrêmement sévères. 3 fiches sur les interventions complémentaires au RPIB pour les professionnels qui, notamment de la santé mentale, vont aller faire une approche psychothérapeutique. Dans le social, vont aller faire des interventions psychosociales. Ça marche extrêmement bien, c'est très, très apprécié. C'est agir sur les compétences émotionnelles, gestion du stress notamment, les compétences cognitives, comment prendre des décisions constructives, et des compétences sociales, comment avoir des relations constructives et non conflictuelles. Et puis l'outil d'aide, alors là c'est le ultra court de nos documents, un format A4, 2 slides, et là tout est dans cet outil d'aide, c'est pourquoi, quand, comment repérer. Et puis, comment accompagner? Parce que la grosse angoisse, c'est « Ah oui, on a repéré, mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas à qui s'adresser, on est tout seul. » Et donc, le risque de ça, c'est de ne pas repérer, de faire silence sur le sujet.
Donc non, il y a énormément d'actions possibles pour accompagner les personnes à diminuer leurs risques. Là, je vous ai déjà tout dit sur le repérage, je n'y reviens pas, mais ça tient dans une demi-page format A4. Et puis comment accompagner? C'est énormément d'actions complémentaires les unes des autres, non exclusives et surtout adaptables au fil du temps, hein, au cours des années, au gré de l'évolution des usages des personnes ou de leur histoire de vie. Et là, il y a une liste avec énormément de choses possibles. Travailler par exemple sur l'ambivalence, ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Faire aider une personne à prendre conscience du fait que son comportement est incompatible avec ses objectifs de qualité de vie. Et comment faire? Donc, rapport bénéfice-risque à court et à moyen terme et à long terme pour l'aider à évoluer dans sa motivation. Et là, on touche à l'intervention motivationnelle pour pouvoir évoluer dans son comportement. Évidemment, les modalités d'usage, c'est un moyen d'agir. Et dans ces modalités, il n'y a pas que la quantité à diminuer. Évidemment, c'est fondamental si les personnes y arrivent, mais ce n'est pas forcément à mettre en premier parce que ça peut braquer les personnes. On peut commencer par les habitudes et les rituels. Le plus difficile à casser, c'est les rituels. Si on fait moi j'ai fait un retour critique sur moi, honnêtement, je pense, on est très très affecté par nos rituels, l'apéritif, les amis, les machins. Et donc, travailler sur ces habitudes, c'est pour lutter contre l'évolution vers le trouble de l'usage. C'est agir aussi sur les contextes, évidemment, des personnes en situation de souffrance, de maltraitance, que ce soit au travail ou à la maison. Faire changer les contextes, les faire évoluer, va modifier le risque alcool, en améliorant la qualité de vie de la personne, mais aussi, au bout d'un moment, en influant sur ses usages. En travaillant sur les effets recherchés, c'est fondamental. Certaines personnes consomment de l'alcool à visée antalgique, à visée anxiolytique, évidemment, à visée même psychotrope. Donc, travailler là-dessus. Et c'est là que certains risques peuvent émerger. À visée psychotrope, ne pas oublier que l'alcool peut être associé à des troubles psychiques, c'est ce qu'on appelle les pathologies duelles. Et pour améliorer la situation de la personne, il faut parfois prioriser l'équilibre psychique. Travailler sur les risques et la réduction des risques et des dommages, comme évoqué précédemment. Les personnes ne veulent pas modifier leurs usages, mais diminuer leurs risques. Par exemple, en situation festive, diminuer le risque sexuel, avoir un préservatif dans sa poche. Ne pas prendre de décisions importantes en état d'alcoolisation. Le SAM, le conducteur qui est sobre, pour rentrer si on veut avoir sans un petit accident. temps de questions. Voilà. Et puis travailler sur les compétences psychosociales. Et la dernière slide, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul en tant qu'acteur de premier recours. Vous êtes dans la bulle en haut à gauche. Vous pouvez agir avec des actions complémentaires, mais vous êtes en partenariat avec beaucoup d'acteurs, notamment dans les microstructures, des acteurs du social et de l'aide psychologique, avec l'Exapal et Carude, avec les consultations jeunes consommateurs qui accueillent sans délai jusqu'à 25 ans, à l'hôpital avec les ELSA, équipe de lésions et de soins en addictologie, avec les professionnels de la santé mentale, et puis, point fondamental, avec les acteurs associatifs et les pairs, et notamment les patients experts. Voilà, je vous remercie. Du coup, moi, je suis médecin généraliste à Celles-sur-Belle, en cabinet médical. Alors effectivement, moi, ce qui me pose aujourd'hui difficulté dans ma pratique, c'est la réponse à donner aux personnes qui vont avoir des consommations excessives ponctuelles. Souvent, on pose, du coup, j'essaie de bien faire les choses. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Oui. À quelle fréquence, etc. Puis il y en a qui me disent oui, pas souvent, mais pendant les fêtes. Ah oui, pendant les fêtes, ça peut être jusqu'à, quelle quantité, quoi. Ils disent des fois, ça dépasse quand même plus de 5 verres. Ce qui a priori problématique, puisque c'est un usage à risque. Et du coup, là-dessus, moi, je suis un peu limité pour dire c'est quoi les risques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus? Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, les usages ponctuels à risque, en particulier le binge drinking, il y a beaucoup de risques particuliers, notamment le risque neurotoxique, le coma et l'hypothermie, le coma, ça c'est le plus grave, voire le décès. Il y a les risques accidentogènes, il y a les risques d'agression pour soi-même ou être agressif avec les autres ou être agressé, être vulnérable, notamment subir des violences sexuelles pour ce qui concerne les femmes, mais aussi les hommes. Donc, c'est plus de l'aigu, avec des conséquences potentiellement dans la dimension traumatique et de lésions, de toxicité cérébrale, des toxicités qui peuvent être irréversibles.
Donc ça, c'est vraiment important. Après, il ne faut pas dramatiser. Et je dirais que dans une situation comme celle-là, si vous avez quelqu'un qui est bien réceptif, lui donner accès aux outils de la RDRD, la réduction des risques et des dommages, qui permet de prendre le temps d'analyser chaque item. Par exemple, ne pas multiplier les alcools, ne pas multiplier les substances, voilà, avoir une personne de confiance quand c'est dans une boîte, par exemple, et d'avoir ces documents et de pouvoir voilà, en parler avec son entourage. C'est des risques très importants pour les populations les plus jeunes. Et c'est là que les dégâts sont les plus lourds. Ce type de comportement avec l'alcool est à l'origine et la première cause de handicap précoce dans la vie des individus. Entre 15 et, alors je crois que c'est 35 ans, l'alcool est la première cause de handicap et de perte d'années de vie en bonne santé. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement important. En consultation, le plus important, c'est ne pas banaliser, mais ne pas dramatiser non plus. Donc c'est arriver à trouver le juste milieu. C'est difficile de parler de l'alcool. Franchement, c'est très compliqué. C'est difficile de parler de pourquoi les gens, quels effets ils recherchent, pourquoi ils consomment comme ça. C'est difficile aussi d'arriver avec vous risquez ci et ça, parce que ça fait fuir les gens. On est tous pareils. Donc avoir un peu de recul, c'est aussi proposer des outils. Voilà, regardez ça, est-ce que ça vous convient? Vous pouvez aller aussi sur des plateformes. Il y a des plateformes extrêmement bien d'auto-information, d'auto-gestion, d'auto-support. Donc il y a énormément d'outils qui permettent l'empowerment en laissant le temps. C'est jamais des consultations one-shot. Il faut vraiment laisser les gens digérer tout ça. Ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Du coup, moi aussi, je suis pas mal de gens, enfin, j'ai beaucoup de retraités dans mon village. Et en fait, les gens, ils ont des consommations excessives, mais sur des temps de convivialité familiaux, quoi. Enfin, c'est des repas de famille, c'est des fêtes, etc. Et puis, enfin, c'est chacun a sa bouteille de vin ou 2 bouteilles de vin qui passent à chaque fois. Et c'est un repas qui commence à 11h et qui se termine à 23h. Enfin, c'est aussi un usage qui est peut-être plus vrai en milieu rural ou semi-rural, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est aussi là-dessus de dire, bah là c'est le temps de convivialité familiale, tout le monde fait pareil. Est-ce que les risques sont les mêmes dans cet usage-là? Est-ce qu'il y a peut-être plus ciblé certains messages? Alors déjà, c'est peut-être pas tous les jours, le repas comme ça. Il y en a vraiment qui... ça a l'air très fréquent. Hein. D'accord, ok. Alors là, pareil, je dirais que les fiches de la réduction des risques et des dommages sont remarquables pour ça, notamment dans la vie courante. Expliquer qu'il faut toujours 2 verres pour que les personnes puissent s'hydrater avec des boissons non alcoolisées. Ça aussi, c'est conseils auxquels on ne pense pas, c'est ne jamais boire de l'alcool avant de s'être réhydraté, pour ne pas se réhydrater avec l'alcool. Donc se réhydrater avec une boisson non alcoolisée. Des personnes qui sont patients experts conseillent toujours l'eau gazeuse. Il paraît que ça a un effet comme ça de réplétion un peu au niveau de l'estomac qui évite de se réhydrater en buvant de l'alcool. Les accompagnements des apéritifs, il y a des consignes assez simples qui sont éviter les apéritifs trop salés. Vous savez, les petites cacahuètes ou les petits biscuits très salés, ça donne une sensation de soif qui favorise l'alcoolisation. Donc la fiche, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a, parce qu'elle est longue, mais il y a plein d'astuces pour diminuer ces risques. Mettre 2 verres pour chaque personne, ça déstigmatise les gens qui ne veulent pas consommer, par exemple une femme enceinte, parce que le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on stigmatise les gens qui ne veulent pas boire. On dit qu'ils sont malades ou alors enceintes ou alors ils veulent maigrir. En gros, c'est lourd, les gens qui ne veulent pas consommer. Mettre 2 verres, ça permet aux gens qui ne consomment pas d'être déstigmatisés, mais aussi ceux qui ont un trouble de l'usage. Voilà, on ne se pose plus la question. Et ces 2 verres, ça permet la réhydratation avec des boissons non alcoolisées. Merci beaucoup. On aura encore un temps de questions à la fin, je pense. On va passer à Maxime Potra.